matin, Patrick Cohen. Voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. À la une ce matin, la colère des buralistes qui protestent contre leur mort programmée et le paquet à 10 €. Les autres titres. Emmanuel Macron en Corrèze pour parler apprentissage et formation professionnelle. Le président attendu de pied ferme aussi par les salariés de GMS, vous l'entendrez. Aux États-Unis, le témoignage à venir de la compagne du tueur de Las Vegas. Elle était aux Philippines, elle est rentrée il y a quelques heures. En Espagne, la charge du roi Felipe VI contre les dirigeants catalans. Déloyauté, comportement irresponsable. La banque et une révolution mobile à venir avec Orange. Et puis cette question, que devient François Fillon? Ce sera l'enquête du 8h. Enfin, le retour de Jean-Pierre Bacry, c'est le sens de la fête qui sort aujourd'hui avec le duo Nakache-Toledano. 8h15, le maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, Christian Estrosi, sera notre invité. Des cigarettes trop chères et un marché parallèle trop présent. Les buralistes manifestent aujourd'hui en colère notamment contre le prix d'un paquet qui ne cesse d'augmenter. Ce sera 10 € à l'horizon 2020. Ils sont déjà en action ce matin. Opération Escargot à Maison-Alfort, puis ce sera le ministère de la Santé à Paris. 25 000 débitants de tabac à travers la France, mais de plus en plus de fermetures, notamment en milieu rural. C'est l'enquête de Jean-Sébastien Soldaini. Les buralistes prennent 2003 pour année de référence, quand les ventes ont brusquement chuté à cause d'une des plus fortes hausses du prix des cigarettes. Depuis, ce sont 2% des bureaux de tabac qui ferment tous les ans. L'un des représentants de la profession, Jean-Luc Renaud, a fait le calcul, 8 000 débitants en moins sur cette période. La proportion des fermetures, les 2 tiers sont pour l'instant en milieu rural et dans les petites villes. Mais le tiers qui reste, ça, c'est vraiment milieu urbain. Et ça n'existait pas il y a encore quelques temps. La politique de santé publique a boosté le marché parallèle, la concurrence d'Internet ou de la contrebande. Du coup, pour aider les buralistes en difficulté à se diversifier, à vendre des journaux ou à accepter de devenir un relais colis, l'État a accordé 3,5 milliards d'euros en fonction des difficultés de chacun. Autre compensation, les buralistes perçoivent une commission plus élevée. Ils vendent moins de cigarettes, mais ils gagnent nettement plus selon la Cour des comptes. En 10 ans, les revenus de la vente de tabac sont passés de 230 à 310 millions d'euros, hausse qui profite essentiellement aux gros bureaux de tabac installés dans les grandes villes. Enquête signée Jean-Sébastien Soldaini. Vous allez l'entendre, il s'adresse directement au président de la République. Un salarié de GMS, l'équipementier automobile, mis en liquidation, alors qu'Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui à Égletons en Corrèze, visite consacrée officiellement à la formation professionnelle. Ce sera sur le nouveau campus de l'école des métiers de travaux publics. Mais on va le voir, les GMS préparent un comité d'accueil. On les écoute. Monsieur le Président, votre ministre de l'Industrie à Bercy, Monsieur le maire, avait dit qu'il laisserait personne sur le carreau. Je suis désolé. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des enfants, qui les conjoints ne travaillent pas, ils n'ont pas de boulot. Pour moi, pas laisser les gens sur le carreau, c'est leur trouver du travail. Et puis qu'on arrête un peu les conneries, Monsieur le Président de la République. Vous savez très bien que PSA et Renault ont des caisses exprès d'argent qui est mis de côté pour les salariés qui sont licenciés. Ça s'est fait pendant des années, ça se fait encore, pour qu'ils puissent se retourner et qu'on ne peut pas admettre qu'un mec qui a 30 ans d'ancienneté parte avec rien. Monsieur Bruno Le Maire avait dit, vous inquiétez pas, quand on arrivera presque à la clôture des choses, il y aura un coup de pouce du Président de la République. Monsieur le Président, votre coup de pouce, on ne l'a pas senti. Donc qu'est-ce que vous faites ? Propos recueillis par Martin Fenot. Europe 1, il est 8h03. L'actualité à l'étranger avec la compagne du tueur de Las Vegas. Marie-Lou Danley, c'est son nom, a quitté les Philippines. Elle est arrivée aux États-Unis tout à l'heure. Le FBI espère trouver des pistes. Nous sommes en ligne avec notre correspondant aux États-Unis, Xavier Yvon. Xavier, on n'a toujours aucune explication à ce massacre qui a fait 58 morts. Oui, et Marie-Lou Danley est l'un des derniers, sinon le seul espoir des enquêteurs pour rentrer dans la tête du tireur Stephen Paddock. Des agents du FBI attendaient tout à l'heure Marie-Lou Danley à sa descente d'avion à Los Angeles. Elle n'a pas été arrêtée, elle est ce qu'on appelle ici une personne d'intérêt pour l'enquête. Elle avait rencontré Stephen Paddock dans un casino où elle travaillait et où il jouait. Elle vivait avec lui dans sa maison où l'on a retrouvé une vingtaine d'armes et des milliers de munitions. Connaissait-elle l'existence de cet arsenal ? A-t-elle une piste pour expliquer le geste de son compagnon ? Il avait fait un virement de $100 000 vers un compte aux Philippines juste avant le massacre. En était-elle la bénéficiaire ? Autant de questions que poseront les enquêteurs à cette femme de 62 ans, australienne d'origine philippine, mère et grand-mère, qui vit depuis 20 ans aux États-Unis
et qui n'avait jusqu'à dimanche jamais fait parler d'elle. Le correspondant d'Europe 1, Xavier Yvon. On sait désormais que le tueur avait minutieusement préparé son massacre. Ses fusils étaient modifiés pour les transformer en armes automatiques. Il a tiré pendant 9 à 11 minutes consécutives. Il avait aussi disposé des caméras devant sa chambre d'hôtel pour repérer l'arrivée des policiers. Donald Trump se rend aujourd'hui à Las Vegas, au chevet des victimes. Ces interventions sont rarissimes. Le roi d'Espagne a pris la parole hier soir. Et ce fut une charge contre les dirigeants catalans. Discours ferme de Felipe VI qui dénonce une conduite irresponsable qui met en danger la stabilité de la Catalogne et de toute l'Espagne. Ils font preuve d'une déloyauté inadmissible envers les pouvoirs de l'État. Un État qu'ils sont précisément censés représenter en Catalogne. Ils ont enfreint les principes de tout État de droit. Ils ont porté atteinte à l'harmonie et au vivre ensemble en Catalogne, en arrivant malheureusement à la diviser. Avec leur conduite irresponsable, ils peuvent même mettre en danger la stabilité de la Catalogne et de toute l'Espagne. Le roi d'Espagne, Felipe VI, alors que l'épreuve de force continue, des centaines de milliers de personnes hier dans les rues de Barcelone, c'était jour de grève générale. Les séparatistes préparent toujours une déclaration d'indépendance, disent-ils, pour la fin de la semaine. L'actualité économique est une nouvelle importante dans l'univers des banques. Oui, c'est officiel. Depuis hier, Orange va lancer sa banque mobile. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Journal Les Échos, ce sera donc le 2 novembre prochain et vous parlez carrément ce matin d'une arme fatale qui pourrait révolutionner le secteur. Oui, elle s'appelle Watson, cette arme. C'est un programme d'intelligence artificielle mis au point par IBM. Et aujourd'hui, toutes les banques la manipulent à la fois avec fascination mais aussi avec précaution, un peu comme si elle jouait avec une grenade dégoupillée. L'idée, c'est d'automatiser les réponses aux demandes les plus classiques des clients, du type j'ai perdu ma carte bancaire, je veux ouvrir un compte, je veux faire un virement à mon fils, mais cette fois, ça n'est plus un conseiller, ni même un centre d'appel qui vous réponde, mais un ordinateur équipé du fameux Watson. Alors aujourd'hui, toutes les banques le testent, mais on sent bien qu'elle marche sur des œufs. Alors elle marche sur des œufs, pourquoi ? On a peur de détruire trop d'emplois ? Oui, il y a cette crainte, Jean-Philippe. Plusieurs études montrent que 25 à 30% des emplois pourraient disparaître si l'intelligence artificielle se généralise, mais l'autre peur des banquiers, c'est tout simplement d'être dépassés par les géants d'Internet ou par des opérateurs télécoms comme Orange par exemple, qui sont pour l'instant beaucoup plus avancés qu'eux dans la gestion des algorithmes ou des données clients. En tout cas, c'est une vraie bataille qui commence et elle sera violente. Et la vaccination contre la grippe ? Oui, lancement de la campagne annuelle aujourd'hui avec une nouveauté. Désormais, les pharmaciens ont aussi le droit de vous vacciner. Patrick Saint-Thirier s'est préparé. Il est pharmacien à Bordeaux. C'était un stage de formation continue pour nous apprendre le geste vaccinal et les conditions dans lesquelles on devait pratiquer cette vaccination. Concrètement, j'arrive dans cette pharmacie, ça se passe comment ? D'abord, ça se passe au comptoir, savoir si la patiente est éligible à la vaccination. Les primo-vaccinants, c'est-à-dire les personnes qui n'ont jamais été vaccinées, les pharmaciens ne peuvent pas les vacciner. Il faut qu'ils soient majeurs. D'autres, il y a des pathologies ou des traitements qui contre-indiquent la vaccination. Si elle est éligible, on va dans un local fermé, à l'abri du regard, à l'abri aussi des médicaments. On doit garder le patient 15 minutes à l'officine pour être sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire lié à l'injection vaccinale. Un propos recueilli par notre correspondant Stéphane Place. 2 chiffres à retenir. Chaque année, plus de 2,5 millions de personnes sont touchées par la grippe. 14 400 décès enregistrés l'an dernier. Il y a un an, à cette époque, il préparait le premier débat de la primaire, celui qui allait l'amener à terrasser Nicolas Sarkozy et Alain Juppé dans les urnes. Aujourd'hui, il a disparu de la scène politique. Que devient François Fillon ? C'est l'enquête du 8h. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Alors François Fillon n'a plus parlé publiquement depuis le soir du 23 avril, sa défaite au premier tour de la présidentielle. Il y a eu bien sûr la tempête des emplois présumés fictifs de son épouse Pénélope. Vous avez échangé avec François Fillon ces derniers jours. Il vous dit quoi ? Eh bien effectivement, j'ai échangé avec lui par SMS, il assure que tout va bien, qu'il a passé de super vacances avant sa nouvelle vie. Il travaille aujourd'hui chez Tikeo Capital, un fonds d'investissement. Sa mission, faire rayonner le cabinet à l'international grâce à son carnet d'adresses. Alors il me dit qu'il voyage beaucoup, États-Unis, Angleterre. Il s'est remis à l'anglais intensif. Tikeo a aussi un bureau à Singapour. Est-ce pour le boulot qu'il y est allé ? En tout cas, des photos le montrent au Grand Prix de Formule 1 là-bas il y a 15 jours. Ouais, c'est vrai qu'il aime beaucoup la course automobile. Ouais. La politique, c'est vraiment fini pour lui ? Il a tourné la page, dit ses proches, et lui l'assure, je ne prends pas part au débat politique, ni au niveau national, ni au niveau de LR, qui va élire son président. François Fillon est formel, il ne parrainera
personne. Alors beaucoup de ses anciens soutiens n'ont plus de contact avec lui, soit ils ont essayé de le joindre sans succès, soit ils attendent un signe de sa part qui ne vient pas, soit François Fillon a parfois appelé dans le vide. Un député sortant battu l'avoue, je ne veux pas papoter de nos défaites respectives. Alors il a quand même gardé quelques liens, il a déjeuné avec 6 parlementaires la semaine dernière, c'était strictement amical, assure François Fillon, comme lorsqu'il a appelé quelques nouveaux sénateurs pour les féliciter. Aurélie, est-ce qu'il a toujours son micro-parti, c'était Force républicaine, c'est ça ? Oui, mais il va passer la main très vite à Bruno Retailleau, ça se fera en novembre. Son nouveau projet, c'est une fondation pour les chrétiens d'Orient qui doit voir le jour début 2018, me dit-il. Il s'est déjà renseigné auprès du ministère de l'Intérieur pour connaître les modalités. Alors pour bien comprendre, au niveau judiciaire maintenant, il en est où François Fillon ? Eh bien l'instruction est toujours en cours, Jean-Philippe. François Fillon et son épouse, vous le savez, sont mis en examen, mais pas leurs enfants, et c'est vécu comme un vrai soulagement par la famille. Enquête signée ce matin, Aurélie Herbemont. Jour de sortie au cinéma, mercredi, et la chronique d'un succès annoncé. Le sens de la fête, la nouvelle comédie d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Je crois que vous avez beaucoup aimé d'ailleurs, Patrick. Oui. Avec Jean-Pierre Bacry dans le rôle d'un organisateur de mariage où rien ne se passera comme prévu. Un rôle taillé pour lui. Quel que soit le scénario que vous écrivez, on n'écrit pas avec le bonheur, donc forcément, faut que ça grince. Vous êtes inspiré de quelle situation de mariage auquel vous avez pu assister ? Moi, je fais tout ce que je peux pour pas assister à des mariages. Ça me déprime complètement, ce genre de cérémonie. Mais on rentre assez vite dans un personnage. Je suis acteur, mais je pourrais être aussi chef d'entreprise ou plombier. Il suffit d'être formé, que la vie vous ait entraîné là. Donc je comprenais très très bien ce petit patron qui cherche à se démerder avec des gens qui ne sont pas archi compétents. C'est une espèce de métaphore sur vivre ensemble, quoi. Jean-Pierre Bacry au micro de Mathieu Charrier. Le sens de la fête est un film européen. Et puis également aujourd'hui la sortie de Blade Runner 2049, la suite du chef-d'œuvre de Ridley Scott, 35 ans plus tard donc, avec Harrison Ford et Ryan Gosling. Merci à vous, c'était Jean-Philippe Ballas pour le journal. Europe 1.